Alors déjà, pour le citoyen, le premier truc, c'est d'arrêter d'attendre la solution miracle, y compris pour l'énergie, et surtout pour l'énergie. Tant qu'on attend la solution miracle, on ne fait rien, d'accord? On ne fait rien évoluer de son mode de vie. Donc arrêtez déjà d'attendre la solution miracle pour enfin pouvoir passer à l'action. Ensuite, sensibiliser son entourage, et ça, je sais que c'est pas facile. Hein. Même moi, si j'ai 10 minutes, un quart d'heure pour expliquer le problème à quelqu'un qui n'a pas envie de l'entendre, bah, ça ne marche pas. Hein. Donc voilà, il faut organiser des conférences, des projections de films, discuter, débattre, faire venir des gens. Et essayer aussi de toucher les populations qui, contrairement à vous, ne sont jamais dans des salles de conférence. Et puis le fait que, la moyenne des Français passe 3h30 par jour devant la télé, et devant la télé, en général, on entend exactement l'inverse de ce que je suis en train de vous raconter ce soir. Donc il faut réussir à compenser, dégonfler un peu ce message ambiant permanent qui nous fait croire l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Se construire une vision positive, et donc ça va aussi, bien sûr, dans le sens de la transition énergétique, si on a tenu compte de la réalité, de la contrainte de la ressource énergétique, de la contrainte de la ressource des matériaux, de la contrainte économique et climatique, si on a tenu compte du contexte réel, à quoi ça va ressembler ma ville? À quoi ça va ressembler mon territoire? Je me promène dans la rue, voilà, comment les gens se déplacent ici? Qu'est-ce qu'il y a comme magasin? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'il y a comme production d'énergie locale? Et comme ça, on se construit cette vision positive, une vision réaliste, même si elle est idéale, et on va ensuite pouvoir se fixer des étapes qui vont nous permettre de l'atteindre et agir collectivement. Et j'insiste sur le collectif, parce que jusqu'à présent, trier les déchets, changer les ampoules, éteindre la lumière, tout ça, c'est bien, c'est sympa, il faut continuer à le faire, mais ça ne va pas suffire. D'accord? Ça ne va pas suffire parce que là, quand on voit les enjeux auxquels on est confronté, on parle de réorganisation des territoires. Donc on parle de changer nos moyens de production et de changer nos modes de consommation. Donc ça, c'est collectif. Donc l'action individuelle est toujours extrêmement importante, mais pour répondre aux enjeux auxquels on est confronté, il va falloir passer au niveau du collectif, ça va être absolument fondamental, et tant qu'à faire dans la convivialité, parce qu'on va toujours beaucoup plus facilement de l'avant quand on est content de se retrouver et de faire des choses ensemble. Donc je vous parle rapidement du mouvement de transition. Le mouvement des villes en transition, c'est né en 2005-2006 en Angleterre. Et en fait, l'idée, c'est 3 constats: pic pétrolier, changement climatique, crise économique. On est citoyen, on n'attend pas que les entreprises ou que les décideurs décident pour nous de comment on va vivre sur notre territoire. On se prend en main et on dit comment on va améliorer notre résilience locale. Donc c'est une initiative qui prend de l'ampleur de manière assez incroyable. Je suis moi-même d'ailleurs membre d'une initiative de transition à Châteauneuf-sur-Loire. Et il y en a un petit peu partout en France qui poussent, il y en a plus de 3000 dans le monde en quelques années, donc ça va extrêmement vite. Il n'y a pas de structure juridique, il n'y a pas de président des villes en transition. Il y a juste un manuel en fait. J'ai mis, vous pouvez l'acheter le manuel de transition, c'est pas du tout un manuel qui vous explique comment on vit sans pétrole. C'est un manuel qui vous explique comment on mobilise l'intelligence collective, comment on arrive à aller voir son voisin et lui expliquer un certain nombre de choses, comment on organise des réunions publiques pour faire en sorte de sensibiliser l'entourage et de, ensemble, pouvoir trouver des solutions qui vont nous permettre d'aller de l'avant et de préparer cet avenir sans pétrole. Après, bien sûr, les citoyens sont limités aussi dans leur possibilité d'action. Et les élus ont un rôle absolument fondamental à jouer. C'est-à-dire que, concrètement, les citoyens ne vont pas aller très très loin sans les élus, et les élus ne font pas grand-chose non plus s'ils n'ont pas les citoyens avec eux. Donc là, il faut absolument avoir une cohésion des deux. Alors, dans la manière dont on va travailler, juste quelques éléments. Bon, on peut essayer d'améliorer et d'analyser le niveau de résilience. C'est quelque chose sur lequel je travaille à l'heure actuelle. On peut aussi prendre en compte, et on doit prendre en compte le pic pétrolier dans les choix d'aménagement du territoire. Et on se rend compte qu'encore aujourd'hui, c'est pas vraiment la règle partout. Hein. À partir du moment où on base un aménagement du territoire sur une perspective d'augmentation du trafic, qu'il soit routier ou aérien, déjà, c'est à côté. Donc déjà, tout ce qui est aéroport, tout ce qui est autoroute, tout ce qui est rocade, tous ces trucs-là qui se mettent sur la base d'une augmentation du trafic, tout ça, il vaut mieux garder son argent, garder son énergie et garder ses matériaux pour tout ce qu'on a à préparer pour l'après-pétrole. D'accord ? Il vaut mieux donc investir absolument dans des projets qui permettront de sortir de la dépendance au pétrole et non pas l'inverse.